Sans contrôle, le podcast 100% FC Nantes. Loco Pedros, Loco, c'est fabuleux! Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, David Filippo, Ouest France. Excellent choix. Merci. Je suis un peu plus ringard. Jérôme Jolivet, Presse Océan. C'est la même. Christophe Pénoignon, Ouest France. Un podcast présenté par Prouve que tu luttes, prouve que t'exultes. Tu crois pas que je vais changer à chaque fois, Les Christophe? cœurs bruts, ils veulent qu'on se bute, attendent les erreurs que l'on commet. Simon Rengoat, It West. Ah, Youssoufa, j'adore. Salut les amis. Salut. Carton d'audience pour le retour de Sans Contrôle la semaine dernière. On est ravis que ça vous ait plu. Il y avait une grosse attente. Ça met aussi un peu à la pression pour être à la hauteur de votre passion, chers supporters nantais. Salut David Filippo. Salut. Est-il vrai, David, que le coach nantais Luis Castro s'est blessé au genou en jouant avec toi au pickleball à la Jonelière? Non, c'était au foot, c'était jeudi après-midi. Ouais. Avec son staff. Avec son staff. Voilà. Un petit match. Il n'y avait pas de joueurs, hein. C'était vraiment entre eux. Il y avait les kinés également, je crois. Il s'est fait le genou, pas les croisés. Sans doute pas les croisés, mais une grosse entorse. Et il boite et bas vendredi matin pour le match amical contre le Mans. Il y a eu un partout d'ailleurs. Quel genou? On sait lequel? Aucune idée. C'est ça manque toujours de précision avec David. On a un début d'information et puis... Ah bon, c'est pas grave. Salut Christophe Pénoignon. Salut Simon. Ça y est, le mec a son rond de serviette dans Sans Contrôle. Il fait partie des recrues, mais a-t-il été validé par Baptiste Drouet? On va en parler dans quelques instants du responsable recrutement du FC Nantes et du Mercato nantais. Salut Jérôme Jolivet. Salut tout le monde. Toujours aussi affûté, hein. Vous pouvez le voir en vidéo, on va le mettre sur les réseaux sociaux. T'étais pas à la DAG? La course au Maja à Philippe on avait délégué quelqu'un, mais moi j'y étais pas. Bon, on en dira un mot en fin d'émission à travers un bouquin qui vient de sortir. Allez, salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute. Oh bah c'est Goldman. Oui. Et le titre Oui, mais chaque victoire ne sera que la tienne. Et toi seul en sauras le prix. C'est ta chance. Bien sûr, merci David. Allez, c'est bon. Mais bon, j'ai eu Goldman, donc je mérite le point. Bien sûr, c'est validé. Je la connais par cœur, celle-là, les années 80. Bon, la chance à saisir pour les recrues comme pour les jeunes cette année. Deuxième épisode saison 7 de Sans Contrôle. Que valent les recrues nantaises? On a parlé des départs la semaine dernière. On s'intéresse cette fois aux Lado, Camara, Mwanga, Hong, Awaziem, Kwon et autres El Arabi ou Radakovic. Il y a du top et il y a du flop selon vous. Après 3 journées, on a un peu de recul, pas beaucoup, avec à la manœuvre Baptiste Drouet pour le recrutement. Dans quel état est Mathis Ablin? On va raconter l'été agité vécu par le très courtisé meilleur buteur des Canaries la saison passée. Le club a-t-il bien géré ce dossier en exigeant 40 millions d'euros? Et puis comment relancer un attaquant un peu intermittent sur les 3 premiers matchs? Est-ce que vous imaginez une grosse saison d'Ablin ou pas? On a posé la question lors d'un sondage. On va écouter ce que vous en pensez. Enfin, zoom sur la chance à saisir pour les jeunes, propulsés sur le devant de la scène avec Castro. Une bonne chose ou trop de responsabilités pour Leroux, Tati, Guirassi ou même Benatab? Et puis pourquoi ça coince pour certains qui tardent à percer, comme Duff ou Tabibou, pourtant entrevus lors de la préparation? Allez messieurs, on sait bien qu'en matière de vote de confiance, si le foot français appartenait aux supporters, il y a bien longtemps que Vincent Labrune et les incompétents qui le gouvernent auraient pris la porte. Mais comme dit le prophète... Eh oh, faites pas la gueule, vous êtes contents quand même, non? Hey, oh, let's go! Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Eh oui, on fait avec. Et on attaque avec les petits nouveaux de cette rentrée à la Jonelière. Oh, Jimmy Cliff. Ah oui. Mais alors, le titre... Mais les gars, mais réveillez-vous. Ouais, là, je suis tranquille aujourd'hui. Hein. T'as donné le titre? Non. Il l'a dit. Ah, mais c'est de l'anglais. I can see clearly now. Jimmy Cliff. On y voit plus clair désormais sur les nouvelles troupes de Luis Castro. Mais avant d'égrener la liste des arrivants, on va parler des coulisses du Mercato nantais pour bien comprendre le rôle de chacun durant ces tractations estivales entre Valdemar et Franquita, Baptiste Drouet, Luis Castro, le centre de formation. David, qui fait quoi au FC Nantes? Sur le recrutement? Sur le recrutement, alors, dans les coulisses de ce qui se décide. Le centre de formation, on va les mettre forcément à part parce qu'ils n'interviennent pas dans le recrutement des professionnels. Le responsable des jeunes du recrutement, c'est Mathieu Bidot. Donc non, il ne travaille pas. Alors, ils peuvent travailler sur des dossiers, pourquoi pas de post-formation, par exemple. De jeunes de 16, mais sinon, 17, sur le 18 recrutement vraiment opéré cet été. Alors, Baptiste Drouet, normalement, c'est le chief scout. Il est là depuis... Responsable recrutement. Responsable de recrutement, on dit chief scout. Et c'est vrai que cet été... Il a pris naturellement plus de responsabilités. Il faut savoir que c'est Baptiste Drouet qui insiste pour faire venir Luis Castro.
C'est lui qui souffle le nom au Kita. En fin de saison dernière. En fin de saison dernière. Et vraiment, il défend le dossier Castro. Donc, c'est vrai que naturellement, il a pris un peu plus de responsabilité. C'est lui qui a géré le recrutement avec Franck Kita et avec le staff Luis Castro. Donc, comment il a fonctionné ? Il a un autre scout qui est à Toulouse ou à Lille, j'ai un doute. Enfin, en tout cas, dans une ville en France, ils sont 2 à travailler dans cette cellule. Proches, hein, donc, oui. Et ils ont établi des listes sur chaque poste. Castro est arrivé, il a dit, lui, où il voulait, quel poste il voulait renforcer. Ouais. Et ensuite, ils étudient la faisabilité de ces dossiers, faisabilité forcément financière. Vous savez que cet été, Nantes ne souhaitait pas, et ça a été forcément une contrainte, ne souhaitait pas aller au-delà de 50-60 000 par mois euros de salaire. En salaire. Voilà. Et en transfert également. Pas de transfert, parce que finalement, Nantes a très peu dépensé cet été, 2,5 millions d'euros pour lever l'option d'achat de Le Penant. Il y a eu ensuite 850 000 pour Awaziem. Il y a eu un prêt payant pour Ong, 400 000 euros, c'est ça. Et je crois qu'il y a autre chose. Il y a Kohn, 250 000, non ? Et Kohn, 250 000, ouais, c'est ça. Voilà, Kohn, l'autre sud-coréen. Et à côté, on avait évoqué les recettes qui sont de l'ordre de 40 millions d'euros. Donc, Nantes avait besoin, en raison des droits TV, on ne vous refait pas l'histoire, de recruter Malin. Des listes dont des tu parles. Des listes sont établies. Alors, il y a aussi des recrutements alors, sur ces listes, il y a de la data, parce que évidemment, Nantes n'a pas des scouts partout. Donc, il y a beaucoup de data, de vidéos. Beaucoup de vidéos. Les deux scouts, hein, donc Drouet et son collègue, tout au long de la saison, regardent énormément de matchs. Il y a des championnats qui sont un peu plus regardés. On pense au championnat, par exemple, on va mieux comprendre l'arrivée de Camara. Championnat autrichien, c'est un championnat qui est pas mal regardé par le FC Nantes. Secondaire où tu peux trouver des turc également. Ouais, c'est ça. Radakovic vient de Turquie. Diak venait de Turquie. Vous avez peut-être oublié Diak d'ailleurs déjà. Lamine Diak. Donc voilà, donc les listes sont établies. On étudie la faisabilité. Ensuite, Castro dit, lui aussi regarde, hein, forcément, et il valide si oui ou non ça peut être intéressant. Puis après, c'est parti pour des négociations. Alors, il peut y avoir des recrutements sur liste, mais également des joueurs qui sont proposés, des opportunités. Par exemple, El Arabi, le staff, c'est le staff qui a l'idée. Ensuite, Baptiste Drouet et Franck Kita étudient la faisabilité de ce dossier. Est-ce qu'il peut être libre ? Est-ce qu'il peut être libéré par son club chypriote ? Là, ils apprennent que oui. Donc, Castro veut un avant-centre assez expérimenté. Même si il a 38 ans, je crois. Ouais, 38 ans, ouais. On va qui en parler. a encore des jambes, voilà. Donc ce dossier, il le creuse davantage. Voilà. C'est quand même une évolution, Jérôme, dans l'histoire récente du Football Club de Nantes. Les clubs s'adaptent aux personnes en présence. Là, il y a un Baptiste Drouet qui prend de l'importance et qui est central dans le recrutement avec les interlocuteurs évoqués par David. On se souvient, il y a quelques années, d'un autre fonctionnement avec un agent influent, c'était Moji Bayat, qui était là et qui s'occupait quasiment du recrutement du FC Nantes en plaçant des joueurs ou des connaissances, il rentrait dans tous les dossiers et c'était plutôt les agents qui appelaient le Football Club de Nantes. D'avoir un responsable du recrutement dans un club comme Nantes, moi ça me paraît vraiment être la base. Ce qui me paraît un petit peu hallucinant, c'est qu'on ait longtemps fonctionné sans personne réellement à ce poste, ou avec des personnes faisant office d'eux mais qui en fait n'avaient pas... ce sens du travail et ce poste-là tout simplement. Donc là aujourd'hui ce que fait Baptiste Drouet, ça me semble être ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Il sera, et on va en parler, comptable, forcément des réussites comme des flops éventuels dans ce recrutement. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Dernière info, avant d'égrener les noms de ces joueurs en question, en date, c'est Jean-Kévin Duverne qui est déjà parti après la date limite du mercato. Il est parti en prêt en Belgique. C'est la Gantoise. Ouais. Non, c'est la presse belge qui sort ça. Ouais. On salue nos confrères belges. Bon, il était en échec à Nantes. À Courtrai, il avait fait des débuts assez incroyables avec 3 buts lors de ses premiers matchs, mais il avait joué que 7 matchs finalement sur la deuxième partie de saison. Et on lui souhaite de réussir parce qu'il est sous contrat jusqu'en 2027. Il reste 2 ans de contrat à Duverne. Il n'entrait plus dans les plans de Luis Castro, donc voilà, alors c'est vrai que ça Nantes fait un défenseur polyvalent un petit peu. Ouais. En moins. Parce que c'est vrai qu'il pouvait jouer à droite, à gauche, et il pouvait jouer dans l'axe. Et dans l'axe. Donc ça veut dire aussi que Nantes peut sauter sur une opportunité d'un joueur au chômage ou d'un joker en France. On regarde de près au FC Nantes cette possibilité. Ils sont à l'affût, ils sont à l'écoute. A priori, si j'ai bien compris, pas de piste encore avancée, concrète. Alors j'ouvre une petite parenthèse. On va leur proposer des joueurs. Alors justement, j'ouvre une petite parenthèse que j'ai vu ça tout l'été. Léo Dubois ne reviendra pas au FC Nantes. Léo Dubois est en train de soigner son genou.
Il est rentré de Turquie. Donc qu'on arrête de me demander si Léo Dubois peut venir à Nantes. Il n'a pas joué depuis plusieurs semaines et surtout il soigne un genou. Il n'est pas compétitif. Non, il n'est pas du tout compétitif. Voilà. Je ferme la parenthèse. Mais c'est vrai que ça peut donner envie parce que c'est un Nantais et qu'on voit des retours d'anciens champions du monde aussi en ça s'est France, mal fini aussi son entourage avec Valdemar Kita. Oui, il ne reviendra pas à Nantes. Oui, il y a eu un rapport de force. Il y a eu un rapport de force avec la direction au départ. Après, à ce poste, il y a 2 jeunes. Juste on en parle, même si on parlera des jeunes tout à l'heure, il y a Gauthier et Rayani. Donc ça veut dire que ces joueurs vont pouvoir s'entraîner davantage avec le groupe professionnel à ce poste. Mais si Nantes trouve une opportunité intéressante, ils recruteront sans doute Gauthier à gauche. qui s'est déjà entraîné. Oui, il s'est déjà entraîné. Depuis le début de la saison. Il a déjà participé aux entraînements. Côté recrues, commençons Christophe par celle qui ne joue pas. Ça sent plus ou moins le flop selon les profils, mais on n'a que 3 matchs de recul. On ne s'enflamme pas. J'apporte la précision bien sûr. Uros Radakovic, le premier d'entre eux, qui était censé être le défenseur central expérimenté, peut-être aligné aux côtés d'un Tillel Tati pour le coup, avant l'arrivée d'Awaziem en l'occurrence. Plus pour suppléer, il est gaucher. Il est gaucher, ouais. Oui. À gauche d'Awaziem. Voilà. Éventuellement, mais c'est Tati qui s'est imposé et on n'a pas vu Radakovic au niveau attendu pour jouer en Ligue 1. Il est quand même sous contrat jusqu'en 2027 et l'histoire veut même qu'on a essayé de le sortir, Christophe, avant le début de la Ligue 1. On s'est rendu compte assez vite qu'il n'était pas au niveau. Ouais, tout à fait. Il a fait quelques matchs de préparation tout de même cet été. Il n'a pas vraiment rassuré sur son niveau de jeu. Pourtant, Luis Castro avait donné son aval, son recrutement. L'idée vient du staff d'ailleurs. Exactement. De son staff. Castro. Donc c'est vrai que qui s'est déjugé en quelques semaines. Parce qu'on l'a vu sur des vidéos et parfois c'est insuffisant. Ouais, tout à fait. Alors il y a eu des erreurs en préparation dont je faisais mention, mais ouais, là donc on verra. Ils ont pas réussi à lui trouver une porte de sortie, donc il va rentrer peut-être dans la rotation. C'est un profil différent des autres. Très grand, qui au duel peut être précieux, qui pouvait faire office. On pensait à Nicolas Palois dans le profil au départ. En tout cas, il pensait à ça en premier lieu. Donc on verra, mais on est quand même assez sceptique, quoi. Si en quelques jours, le staff s'est déjugé, il n'a pas donné satisfaction en préparation contre des équipes contre Laval, etc. On va faire confiance au staff sur ce regard technique. Nous, ce qu'on a consulté, Jérôme, quand il est arrivé, c'est sa fiche. Et on a vu 17 changements de club en 14 ans. On s'est dit, personne n'a envie de le garder celui-là. Ça rassure pas tellement. Et puis là, on se rend compte qu'on a essayé malgré tout, quand on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur de casting, on a essayé de le refaire partir dans l'autre sens, mais a priori, il n'y a pas eu beaucoup d'offres. Donc c'est qu'il n'intéresse pas tant de staff que ça non plus. Mais il a été loué pour son état d'esprit, pourtant, je crois, dans le groupe, alors qu'on peut penser le joueur qui change de club. Mercenaire et tout. Exactement, on peut penser à ça. Finalement, il a été assez pro. C'est un chic type. A priori, ça suffit pas pour jouer. Castro lui a dit rapidement en face. Alors Castro s'est rendu compte au bout de quelques jours que voilà, c'était un peu compliqué. Castro lui a dit en face, très clairement, c'est plutôt bien. Voilà, je ne m'attendais pas à ça. Je suis déçu. Si on a une possibilité de te faire partir, voilà. Bon, le mec il n'est pas parti. Mais ça doit faire bizarre quand même. Oui, c'est sûr. Il n'est pas parti. Donc problème de confiance comme aussi, disait Christophe. Ouais, évidemment. Après, c'est parce que là, il n'était même pas dans le groupe sur les matchs de championnat. Non, mais on compte pas sur lui. Mais là, il va revenir dans la rotation. L'avènement de Tillel Tati est une bénédiction pour ce poste-là. Mais peut-être qu'il n'y a pas l'avènement de Tillel Tati si Radakovic est à un niveau honnête. Donc ça, c'est le dossier qui semble raté pour l'instant. On va attendre un peu. C'est ça. J'ai un doute aussi sur Amadi Camara pour avoir vu quelques... je trouve c'est prématuré quand même. D'avoir un doute ? Non, un doute, tu peux l'avoir tout de suite. Okay, tu lèves ce doute parce qu'en fait, les performances... Matchs, en fait. Il a fait une meilleure rentrée lors du dernier match contre... j'ai un trou. Auxerre. Voilà, prêté par Sturm Graz, il a 20 ans et c'est un jeune ailier. Ouais, parce que c'est vrai que son entrée contre le PSG était vraiment très mauvaise. Il a perdu 5 ballons sur 8 touchés. Il était peut-être stressé aussi, c'est Paris en face. Oui, non, c'est sûr. Mais c'est un... Et puis ils ont cherché un ailier gauche jusqu'à la fin du mercato. Donc, oui, d'accord, mais ils sont pas totalement convaincus. Il joue à droite aussi. Plutôt. Il joue à droite. Mais c'est un joueur très puissant. Il te ressemble techniquement d'ailleurs, tu vois, dans l'approche. Dans la puissance physique, je trouve. Non, c'est un joueur qui va très très vite. Ça aussi, c'est un joueur qui était sur des listes. Il faisait partie d'une liste. Il va vite, mais avec le ballon, qu'est-ce que ça donne ? J'ai un doute. Bon, on me dit en interne qu'il faut lui laisser un petit peu de temps. Il vient d'arriver. J'ai entendu ça de Lamine Diack l'année dernière. Oui. On lui a laissé le temps. On va laisser un petit peu de temps. Mais c'est vrai que sur ce qu'il a montré, je trouve que le pire, c'était face au PFC. Alors, le pauvre, il était arrivé la veille.
Et franchement, contre le PFC, il faisait tout à contre-temps, quoi. Tu l'as vu, Jérôme? Moi, j'étais contre le PFC et contre le PSG. Les deux entrées, pour moi, sont vraiment mauvaises, faut le dire. Après, évidemment qu'il y a des circonstances atténuantes à ça. Il est arrivé la veille, après il rentre contre le PSG, premier match en Ligue 1, etc. Après, sur ce qu'il a montré sur ses bouts de match, je comprends tes doutes personnellement, mais j'ai envie de lui laisser du temps et de voir ce qu'il peut faire, évidemment. J'ai précisé 4 fois qu'il n'y a que 3 matchs et que voilà, on en discute, mais on n'est pas définitif. Étonnant aussi sa sortie en conférence de presse, de présentation, où quand on l'interroge sur ses ambitions, il répond ça. Être le meilleur joueur de Ligue 1 ou meilleur buteur de Ligue 1 aussi. Le meilleur. Ouais. On n'entend pas qu'il fait répéter, tu veux être le meilleur buteur et le meilleur joueur de Ligue 1. Bah oui, il a de l'ambition, le garçon. Écoute, c'est bien. C'est bien, c'est peut-être un peu trop ambitieux. T'as vu, il mais se moque tout le temps, Pab. Ça nous a fait sourire. Il se moque, Pab. Bien sûr, il n'est pas là, on peut dire du mal en plus. Oui. Souhaitons-lui en tout cas d'être sur ce chemin, d'être l'un des tout meilleurs à Camara. Mais j'ai un doute quand même sur le profil. Les deux autres qui n'ont pas joué ou très peu joué, Michael Lado, 2026, prêté lui aussi. Camara, c'est par Sturm Graz. Lado, c'est par l'AZ Alkmaar. 22 ans, il s'est blessé au premier entraînement. Ah oui, là, on sait pas du tout. On sait pas du tout ce qu'il vaut. Donc là, pour le coup, on va attendre. Mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'il est fragile. Là, on en a la confirmation puisqu'il a pas joué. Il a été beaucoup blessé matchs. la saison dernière. Oui, il y a avant des choses musculaires visiblement. C'était un problème. Il a un problème à un pied qui a pas été réglé, ce qu'on m'a expliqué ce matin. Et c'est vrai que premier entraînement sur une frappe, bam. Ça pète derrière. Ce sont des paris. Hein. Tu sais que le joueur est un peu fragile, qu'il a été blessé. Il y a des paris que tu réussis. Celui-là, pour l'instant, c'est raté. Mais là aussi, on va lui laisser le temps de se remettre, Jérôme. Ouais, il y avait déjà un gros doute au moment de la visite médicale, savoir si vraiment il était en capacité de tenir une saison avec ses soucis au pied. J'espère que le bon choix a été fait et qu'il va vite se remettre et nous montrer ce dont il est capable. C'est sans doute un bon joueur, mais s'il est tout le temps blessé, ça va être compliqué. Le profil de Michael Lado, c'est élément de percussion sur le côté. Qui peut jouer sur un Guirassy ou être une option différente pour Luis Castro. Youssef El Arabi, une saison 2026, son contrat à 38 ans avec le FC Nantes. La saison dernière, je regardais, il a quand même fait 45 matchs. El Arabi, qu'on connaît bien, c'est un ancien du championnat de France. 45 matchs, 14 buts à Chypre avec l'Hapoël Nicosie. Bon, il a fait 5 minutes face à Strasbourg. Je ne sais pas si ce sera vraiment une solution. Il est un peu décalé. Il va être bouché aussi par Ablin et Mostafa Mohamed qui restent. Hein. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Idée du staff. Ils se sont rendus compte que c'était possible de le faire. Castro voulait un peu d'expérience devant. On va l'écouter, tiens. Pourquoi il a choisi Nantes El Arabi? Mon objectif, c'était de finir en France depuis longtemps. Voilà, c'est le coach qui m'a appelé en personne, qui m'a fait part, comme j'ai répété plusieurs fois, de son projet. Et voilà, en tant que Français, je suis tout ce qui est championnat Ligue 1, Ligue 2. On a pu voir les belles choses qu'il a fait avec son ancienne équipe Dunkerque. Et voilà, son arrivée ici, il m'a fait part qu'il cherchait un attaquant expérimenté. Donc voilà, le feeling s'est vite bien passé. Et après, voilà, j'ai sauté sur ce challenge. Il a sauté sur l'occasion. Je pense que ça coûte pas trop cher à Nantes, j'imagine, même s'il a cette expérience-là. J'ai un doute plus sur le côté 38 ans attaquant. Giroud, il a quel âge? Souviens-toi de... Ouais, Giroud, il s'entretient, il a une hygiène de fou. On n'en sait rien sur El Arabi. Je ne sais pas. C'est pour ça on va attendre. Mais sur des profils défensifs, c'est quand même plus simple. On évoquait à l'époque de Sissoko, souvenez-vous, que ces joueurs ont besoin d'enchaîner les matchs pour retrouver du rythme et tout. Là, en mode joker, jouer 5 minutes toutes les 3 semaines, est-ce qu'il va vraiment apporter à cette équipe? Justement, pour un attaquant, c'est peut-être plus simple d'être un attaquant de surface. Je sais pas, c'est une hypothèse. C'est peut-être plus simple d'être en plus un joueur de surface de réparation. Il peut dévier de la tête, il peut garder le ballon dos au but. Et enfin, j'attends de voir. C'est un peu un vrai avant-centre, El Arabi. Moi, je trouve le profil assez intéressant en fait, parce que je pense que d'une part, avoir un joueur de cette expérience auprès d'un groupe qui est assez jeune, ça peut être intéressant même toute la semaine à l'entraînement. On lui demande pas que ça, évidemment, mais c'est un joueur qui a réussi là où il est passé. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de joueurs, même sur des postes d'attaquants, qui ont dépassé les 35 ans et qui continuent à performer. Et je pense que sur des entrées, exactement, je pense que ça peut être intéressant. Christophe, on ne connaît pas vraiment bien le niveau du championnat chypriote, mais
Mais bon, Nicosie, je crois que c'est l'une des meilleures équipes. Mais c'est 14 buts avec cette équipe-là. C'est pas. Oui, mais le niveau des adversaires, faut voir ce que ça vaut. Non, en revanche, Luis Castro a loué son implication et sa mentalité. C'est un chic type, tu vas nous dire. Il a dit que devant le but, c'était très très fort. Il l'a dit après Auxerre. Et d'ailleurs, on lui a pas posé de questions là-dessus, donc ça nous a un peu surpris. Nous, on pensait que c'était notamment pour garder son groupe sous pression pendant la trêve internationale et que tout le monde joue le jeu. Mais voilà, ça nous a surpris parce qu'on l'a pas du tout questionné là-dessus. Et il a dit qu'El Arabi, attention, c'était très fort dans le but. Il a rarement vu ça. Je crois qu'il a dit ça comme ça. Donc, bon, si Louis le dit. Titulaire, El Arabi, dans quelques matchs, hein, c'est certain avec ce qu'il nous dit là. On dit un mot ou pas d'Alexis Mirbach? Je pense que ça se prononce comme ça, le gardien formé à Metz. On n'a pas trop d'infos à son sujet. Très peu d'infos. Ce sera le numéro 3 derrière Anthony Lopez et Patrick. Là, il est avec les U20 ou 19, j'ai un doute, je l'ai écrit ce matin. Il est avec les jeunes en tout cas. Il est avec les jeunes. Bon, il a 20 ans, je le disais, formé avec. D'ailleurs, il pourrait partir à la Coupe du Monde, lui. Il y a une Coupe du Monde U20. Je vais retrouver les éléments et je vais vous les donner, mais il est possible. Tabibou, lui, devrait normalement rester, devrait être bloqué, parce que ça ne sera pas sur des dates FIFA. Tabibou, on en parlera tout à l'heure. Toujours ce même problème pour les. Mais Mirbach, lui, les gardiens, il pourrait partir. Je pense que le FC Nantes va peut-être le lâcher. Évoquons maintenant, non pas Le Penant, dont l'option d'achat a été levée, ni Kozza, à nouveau prêté par Wolfsburg, on les connaît bien ceux-là, mais les recrues qui ont débarqué avec succès sur ces 3 premiers matchs à la Jaune-Légère, car elle joue, et plutôt bien, à commencer par Achid Ozier à Oisième. 2028, donc un contrat de 2 ans, 3 ans, même à partir de cette saison-là. 28 ans, alors il a baroudé depuis son passage à Nantes, Achid Ozier, Jérôme, 10 clubs depuis le début de sa carrière, mais je trouve que c'est une belle surprise dans ce qu'il nous propose sur le terrain. C'est pas comme Uros Radakovic du coup, parce qu'il a lui aussi un CV énorme, et on n'a pas eu la même réaction. Non. Parce qu'on l'avait déjà vu. Voilà. On connaissait, et il a quand même fait un tout petit peu moins de clubs qu'Uros. 12 et un peu plus prestigieux quand même pour les clubs. Jérôme? Pour l'instant, ça se passe bien, voire très bien, puisque la charnière qui forme avec le jeune Tilel Tati, elle se montre tout à fait opérationnelle. Lui, moi, je le trouve vraiment présent physiquement dans le duel. Alors faut attention des fois à l'excès d'engagement, mais franchement défensivement ça fait le taf, donc pour l'instant rien à dire, faut qu'il continue comme ça. Il fait oublier Castelletto qui était le patron de cette défense, il y avait Nicolas Palois aussi, il apporte quand même beaucoup de sérénité, d'expérience, Christophe. Ouais, il s'est imposé très très vite comme le patron de la défense. Alors là on a vu Tati montrer qu'il pouvait l'être aussi contre Auxerre, mais ouais, il s'est imposé très rapidement. Alors moi j'avais des incertitudes parce que le niveau de la MLS en défense, on sait jamais trop ce que ça va donner. Là on voit que Giroud a quelques très beaux restes, on parle d'Olivier Giroud. Là à Oisième, non, franchement, dans le duel, dans les relances, c'était l'un des Canaries qui a touché le plus de ballons depuis le début de la saison, donc il l'utilise en permanence comme rampe de lancement en fait sur les sorties de balles. Donc c'est pour le coup, si Radakovic on estime que c'est le flop numéro 1, moi je trouve qu'à Oisième c'est le top de ces recrutements pour l'instant. Défensivement, il n'y a pas photo, mais je vais quand même te proposer de la concurrence. Moi, le petit Yacine Benatab, sous contrat avec le FC Nantes jusqu'en 2028. On avait évoqué ses qualités, on ne savait pas ce que ça donnerait en Ligue 1. Ce que je découvre depuis 3 matchs me plaît beaucoup et je pense qu'il peut encore progresser, déstabiliser des défenses. Il manque un peu d'efficacité dans la dernière passe ou devant le but. Mais franchement, c'est quand même très très fort, Yacine Benatab. Il y a quelque chose, David? Oui, alors c'est vrai qu'il vient de National, il était meilleur passeur de National, meilleur joueur de National la saison dernière. Nantes a décidé... formé à quand même le dire, c'est un dossier de Baptiste Drouet, voilà, très clairement. C'est lui qui le fait venir il y a 1 an. C'est lui qui a l'idée. Comboiré était, il me semble, pas trop fan du joueur. Castro, lui, a tout de suite dit « Ok, on le prend, on regarde cet été ». Alors il va falloir, comme disait Aimé Jacquet, il va falloir qu'il muscle un peu son jeu, parce que c'est vrai qu'il est frêle, c'est vraiment un attaquant très très léger.
un ailier très léger. Mais donc, on connaît des profils comme ça bien qui sûr. peuvent être performants dans l'évitement. Il va éviter ses ouais. adversaires, il va les passer en vitesse ou sur des feintes de corps. Il sera jamais très costaud non plus, mais par contre, ça peut être une belle surprise. Je trouve que c'est intéressant. Il vous plaît aussi, c'est un top de ce début de saison, Jérôme. Il montre clairement des choses intéressantes. Maintenant, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit sa marge de progression. On voit qu'aujourd'hui, il montre des choses, clairement, dans la prise de balle, dans la capacité à accélérer, à éliminer. Maintenant, dans les choix, dans la finition, je pense qu'il doit pouvoir faire mieux. Donc, c'est intéressant à suivre. Dans le dernier choix, la dernière passe. Exactement. Il aurait pu, je pense qu'il y a, sur certaines occasions, améliorer les choses. C'est normal. Il passe de deux divisions d'un coup. Ouais, je suis d'accord. J'avais un peu oublié dans les recrues puisqu'il avait été prêté à Aubagne la saison passée, mais effectivement, c'est l'autre top avec Awaziem de ce début de saison. En plus, sur l'état d'esprit, on aurait pu avoir un petit doute parce qu'il y a eu des soucis avec Aubagne. Là, pour le coup, il est plutôt très bien intégré. Alors, il est très réservé. Ouais. Très, très réservé. Mais oui, il n'y a pas de problème Les cas nous disent qu'il écoute, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Il fait du travail défensif aussi. On l'a vu revenir plusieurs fois, essayer de récupérer les ballons. Donc non, il fait ce qu'on attend de lui, il percute, il fait un peu ce côté dynamiteur, excusez-moi, c'est dur à dire, qu'avait un Moses Simon. Ouais. Donc sur l'autre côté, cette fois le côté droit, et il tente sa chance. Non, c'est vraiment une belle satisfaction ce début de saison. Il faudrait qu'il réponde au SMS de David, sinon il va dire qu'il est trop réservé, qu'il est trop timide, etc. Donc voilà, Yacine, il faut répondre à David. Par rapport à Awaziem, je voulais juste ajouter, alors oui, c'est vrai, très, très, très bon début de saison. Attention, déjà 2 cartons jaunes en 3 matchs. Oui. Je crois que tu l'as dit. C'est ce que Jérôme évoquait, le côté un petit peu musclé. Et voilà, ça peut aller vite. Le prochain, il peut être suspendu. Non, attention, ça a changé. Moi aussi, bien joué, Jérôme. Attention de ne pas dire de bêtises. Christophe, tu as affaire à des professionnels ici. Donc si tu n'as pas bossé. Mais comme ça, pour nos auditeurs, ils vont aussi connaître la règle. D'ailleurs, voilà, vous serez au courant. Ce n'est plus 3 cartons jaunes en 10 matchs, c'est 5. Au bout de 5. Mais c'est pas 10 matchs. C'est 5 cumulés dans la saison. Si tu l'as à la 20e, à la 25e, à la 30e, ton 5e, boum, t'es suspendu derrière. Et parce qu'il y avait des petits tricheurs. Et du coup, à droite, le remplaçant d'Awaziem, c'est Sékou Doucouré. Oui, alors c'est un jeune. C'est un jeune. Ouais. Oui, alors il y a Mwanga aussi qu'on va en parler. Simon. On va en parler. Sa polyvalence va permettre à Mwanga sans doute d'occuper ce poste-là. Alors j'étais sur nos Coréens et comme tu parles couramment, oui, Sud-Coréens. Non, ça pourrait être des Nord-Coréens. Ouais, ils sont plus rares. Je sais pas. Mais... T'as des accointances, vous êtes jumelés, non en Vendée avec la Corée du Nord. N'importe. Il y a donc de Sud-Coréens, merci de la précision David, Kwon et Hong, et comme je le disais, Jérôme parle couramment coréen, on va pouvoir en savoir plus sur ces deux-là. Commençons par Kwon, sous contrat jusqu'en 2028, 24 ans. Il était en échec au Celtic sur la deuxième partie de saison parce qu'il a joué sur la première partie de saison dernière. Ouais, et puis on l'a vu titulaire en début de saison une fois, alors que je dise pas de bêtises, c'était contre le PSG, premier match. Coquelin était blessé, il était en sentinelle, voire en troisième défenseur central, parce qu'il revenait quand même très très régulièrement. En position défensive, il jouait à 5 avec lui derrière. Voilà. Bon, il s'est montré assez présent. Moi, c'est un peu prématuré pour avoir un avis définitif. J'ai trouvé que il défendait souvent au sol. Il y a des risques de se faire éliminer qui m'inquiètent un peu, mais après, sur ce qu'il a montré, pour gros abattage quand même dans son travail à la récupération. En tout cas, on le voyait beaucoup au moment de cette phase où Nantes récupérait la balle. Il s'économisait pas, et effectivement, on le voyait beaucoup, et il a pas été transparent loin de là. On l'a beaucoup vu, ouais. Christophe, t'as aimé aussi J'ai vraiment beaucoup de mal à me faire une idée sur Kwon, parce qu'il a pas été très performant en préparation, dans les matchs qu'on a pu observer. C'était plus neutre. Donc j'allais dire ni bon ni mauvais. Non, mais c'est pas un japonais du tout. Oui, je sais bien, mais c'est une catastrophe. Ouais, on va déraper là. Attention, David Filippo. Comment je peux rebondir après ça ? Non, mais effectivement, le PSG, on a été assez rassuré par son niveau de jeu. Après, on l'a plus trop vu. C'était donc moi j'ai une réelle incertitude sur ce joueur parce que ça reste le championnat écossais, même si c'était le Celtic, il avait joué dans une autre équipe écossaise, il me semble, c'était Hibernians. Hibernians, voilà. Ouais.
Donc pareil que le championnat chypriote, je suis pas un spécialiste du championnat écossais, mais et puis il y a une autre question qui se pose à son sujet, Christophe, c'est quand même qu'on l'avait imaginé dans la rotation sur ce poste de sentinelle avec Francis Coquelin, mais que Mwanga est arrivé. Tout à fait. Et que notre ami, il doit se poser des questions, de savoir s'il est 3e dans la hiérarchie à ce poste-là. Ça change un petit peu la donne pour lui cette saison. David, une petite blague sur Hong, parce qu'on va passer sur l'autre coréen. Bon, et j'ai préparé les rires, regarde. Voilà. Il y a toujours mort pour rire. Hein. Ça plaît beaucoup à Valdemar, ce genre Hong de blague. faisait partie des priorités de Castro dès le début de l'été. D'ailleurs, le nom est sorti très très tardivement. Alors 26 ans, je fais une précision, on l'a évoqué tout à l'heure, il est prêté donc pour la saison seulement par Mayence. Il y a une option à 3,5 millions. Ouais, et ils ont payé, c'est un prêt payant 400 000 euros. Le prêt. Nantes a investi un petit peu sur ce joueur. Castro le voulait absolument. Ça a été très compliqué les négociations avec Mayence. Ça a duré des semaines et des semaines. En tout cas, Castro le voulait. Et aucun lien, d'ailleurs, on voit tellement de conneries sur Twitter. Tu lis trop passer. aussi. Non, mais moi je les reçois, on me les envoie. Aucun lien entre la venue de Hong et Kohn. Il y en a qui ont dit il fallait en gros que Kohn vienne pour que Hong. Alors ils ont le même agent, ça c'est vrai, mais il y a absolument aucun lien entre l'arrivée. Il n'y a pas aucun lien du coup. Non, mais les gens disaient. Les gens disaient que Hong était venu parce que Kohn était venu. En gros, il fallait qu'il y ait un autre Sud-Coréen pour que plus facile pour s'adapter aussi. Tu sais que ça peut jouer un petit peu quand même. Au moment du choix, il sait qu'il aura un compatriote. Ça n'a pas été calculé parce que Hong s'était travaillé depuis très longtemps ce dossier et Kohn, c'est une opportunité, je crois, qui est évoquée au staff de Castro. Donc Kohn vient après, finalement, le dossier est travaillé après celui d'Hong. Alors tu prononces Kohn, mais c'est Kwon, non ? Je sais pas comment on dit. Kwon, Kwon. D'accord. Merci. Voilà, il y en a un qui a fait coréen. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Milieu de terrain, 8-10 relayeurs, peut jouer sur un côté. Moi, je le trouve peut-être mieux dans l'axe. Moi, il m'a pas emballé contre... mais il m'a pas non plus déçu tant que ça. Il a été assez neutre. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements intéressants, mais c'est pas totalement... Ni bon ni mauvais, quoi. Il va nous le refaire. Non, mais ni bon ni mauvais. Moi, j'ai bien aimé contre Auxerre. Je trouvais qu'il se plaçait bien. Il était dans le tempo du match. C'est lui qui fait l'avant-dernière passe sur le but de Mostafa Mohamed. Donc non, j'ai été plutôt rassuré alors que ses premières entrées en jeu m'avaient pas laissé un souvenir impérissable. Là, j'ai plutôt été séduit. Et le dernier arrivé, excuse-moi Jérôme, tu veux dire un mot sur Hong ? Non, un joueur, je trouve une grande mobilité, il est toujours en mouvement, une capacité de course assez importante, il s'est pas caché, cherche à combiner, à voir. Faut qu'il muscle son jeu aussi, peut-être. Peut-être un peu, oui. J'ai l'impression que c'est le King. Peut-être un peu léger pour la Ligue. Aïe, attention. Non, on va s'arrêter là directement, David. Il l'avait déjà fait dans son papier d'ailleurs. C'est que j'ai titré là-dessus, c'est pour ça. Junior Mwanga, Christophe, je te laisse le micro, qui arrive donc en prêt, c'était la surprise entre guillemets de cette fin de mercato, en prêt de Strasbourg, 22 ans, milieu défensif, mais une grande polyvalence. Une grande polyvalence, ouais, tout à fait, puisqu'il a en catégorie de jeunes au Girondins de Bordeaux, il avait également évolué en défense centrale. Il l'a fait aussi plusieurs fois à Strasbourg, et d'ailleurs c'était assez étonnant parce qu'il a joué pas mal en ce début de saison avec Strasbourg, mais en fait l'effectif est tellement pléthorique. C'est l'armée mexicaine, il a trouvé quand même du temps de jeu. Exactement, qu'en fait Rosenior comptait pas forcément sur lui. Donc du coup il a trouvé ce point de chute au FC Nantes, et c'est plutôt une bonne pioche, je pense, pour les Canaries, parce que justement sa polyvalence va permettre de boucher un trou éventuellement en charnière centrale. Donc il a évolué également au milieu un peu excentré, puisqu'ils utilisent un système à 3 défenseurs, parfois le Racing avec 4 milieux de terrain. Et voilà, on présente un joueur plutôt fort dans les duels, bon à la relance, du déchet devant le but, mais c'est pas ce qu'on lui demande en premier lieu. De la marge de progression, de la tête également. En tout cas, c'est ce que nous ont dit nos collègues à Strasbourg la première fois lors du premier match de Ligue 1. Donc plutôt une bonne pioche pour l'FC Nantes. Bonne pioche, c'est ton avis aussi, Jérôme, cette polyvalence ? Clairement, ça y ressemble. C'est un joueur assez jeune, il a que 22 ans, avec un potentiel intéressant. Moi, ce qui me rassure, c'est quand j'entends les supporters strasbourgeois en fait, qui sont un peu dégoûtés de l'avoir vendu à la fin du mercato, prêté, pardon. Parce que tout simplement il faisait un très bon début de saison à Strasbourg. C'est un prêt sec, il n'y a pas d'option d'achat. Il y a pas sec, exactement. Donc ça a surpris beaucoup de gens dans le milieu qu'un joueur comme ça puisse venir à Nantes. On a parlé tout à l'heure, tu as employé le mot de Paris pour Camara, pour Lado. Je trouve que là, pour le coup, c'est pas un pari. C'est un joueur qui connaît la Ligue 1, qui a démontré qu'il avait le niveau, et c'est une vraie bonne pioche
en tout cas sur le papier. On va voir si ça se confirme pour le FC Nantes, réalisé en fin de mercato. C'est un joueur pareil. Alors c'est vrai que les supporters disent parfois ils se plaignent, ils ont pas assez de rumeurs comme ils disent. Ils aimeraient bien avoir plus de noms. Ce nom, Mwanga, c'est un joueur ce dossier est travaillé depuis très 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 longtemps. Ça faisait aussi partie des priorités de Castro, mais au départ Strasbourg n'ouvre pas la porte du tout. C'est non. Et finalement, le FC Nantes se dit allez, on va attendre la fin du mercato. Et ça s'est ouvert. La porte peut aller servir à Strasbourg. Effectivement, l'effectif est pléthorique. Et Castro, on m'a expliqué que Castro avait eu un coéquipier de Mwanga et qui connaissait bien. Et en fait, c'est un coéquipier qui a déjà eu Castro. Et je pense que le fait que ce joueur ait eu Castro, et ça s'était très très bien passé, il a raconté ça à Mwanga. Il a raconté comment tout cela se passait avec Castro, comment étaient les entraînements. Et ça a joué énormément, c'est ce qu'on m'a expliqué ce matin. Et qui est ce joueur ? Non, on m'a pas donné le nom. Non, mais en tout cas, le nom Castro, ça a pu jouer dans la venue de Mwanga. Christophe évoquait que Junior Mwanga pourrait boucher des éventuels manques en défense, mais il bouche aussi l'horizon de Cohn, dont je parlais tout à l'heure. Il s'additionne à Coquelin dans ce rôle de sentinelle. Coquelin qui est fragile. Et le jeune Duff aussi. Le jeune Duff qu'on a vu jouer en préparation et qui se dit mais là qu'est-ce qui se passe, j'en ai 3 devant moi. Enfin, c'est un peu c'est un choix, c'est un autre jeune qui arrive, il a 22 ans, Mwanga, c'est pas. Oui, mais il a plus de références. Il a plus de références. Ah oui. Donc oui, mais après le Duff, on en parlera tout à l'heure. C'est vrai que Duff, il a fait la prépa. On en parlera tout à l'heure. Un des joueurs. Mais c'est toi qui lance le sujet. T'es en train de m'engueuler parce que j'en parle. Non, mais je parle de Mwanga. Juste, ça a une conséquence dont on parlera tout à l'heure. Ok, merci. Je te redonnerai le micro, David. Ne t'inquiète pas. Jérôme, ce qu'on a tous envie de voir sur Mwanga, c'est à quel poste il va jouer et à la place de qui en fait. Voilà. Parce que ça, c'est maintenant la question qu'il faut voir. Comment l'utilisera-t-il Luis Castro En conclusion, sur cette longue partie mercato, mais on a parlé de beaucoup de profils, donc je sais que ça vous intéresse, vous qui nous écoutez. Citez-moi, avec quelques semaines de recul, on le dit à nouveau, le pire et la meilleure recrue de l'été pour l'instant. Allez, la meilleure, on l'a dit, c'est... J'avais un peu anticipé. Moi, j'étais sur Benatam, et toi, tu étais plutôt sur Awaziem. J'étais sur Awaziem en top et Radakovic en flop. Ok. Voilà. Jérôme. Je vais changer. Moi, je vais dire Mwanga en top. Il a toujours pas vu, mais c'est un pari. Il a pas vu sur le papier. C'est sur le papier. Oui. Sur le papier. Il a vu. On va pas juger tout le monde au bout de 3 matchs de toute façon. Voilà, évidemment, on s'amuse. Et en flop, Lado. J'ai peur qu'il soit blessé toute la saison. David. Benatab en top, ça a toujours été mon chouchou, tu le sais. Moi aussi. Benatab en top et en flop, écoutez, puisque c'est finalement il était là l'année dernière, mais ils l'ont repris, c'est Kozza. En flop oui, parce que ils ont choisi. Et pour l'instant, Nicolas Kozza, que j'aime beaucoup. Décevant. Ouais, je suis déçu par Nicolas Kozza, mais je suis persuadé que ça va aller mieux. Et le FC Nantes s'est interrogé d'ailleurs sur ce poste de latéral gauche, avec l'idée peut-être de trouver un remplaçant. Là, il n'y a plus personne. Du coup, à gauche, il y a Santonze. Santonze qui peut jouer à gauche. Mais sinon, côté gauche, il n'y a pas grand monde. Alors, il y a Leroux qui peut, pourquoi pas, dépanner côté gauche. C'est vrai, il l'a fait. Poste de latéral gauche, sous Comboiré. Ouais, c'est possible. Donc, pourquoi avec pas. Une bonne patte gauche et un sens du placement. Buteur, Leroux, d'ailleurs. On l'évoquera tout à l'heure. Mais avec l'équipe de France Espoir, moi aussi, je vote Benatab et Radakovic. Rien d'original de ce côté-là. Allez, on parle de Mathis Sabine, les amis. David Filippo, Ouest France. Simon Rengoat, It West. Christophe Pénoignon, Ouest France. Jérôme Jolivet, Presse Océan. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Celui-là, on le connaît bien. Il s'appelle Mathis Sabine. Il est le meilleur attaquant du FC Nantes sur la saison dernière. Mais on se demande un petit peu quel Mathis Sabine on va avoir cette année. Faut pas qu'on s'entraîne. Violet. Comment est ta peine? Oh là là, ça je connais. Il est injouable aujourd'hui. Par contre, il faut mettre des mecs des adversaires. Papa, mais Jean-Marcel, c'est pas au niveau, les gars. Comment est ta peine? Bien sûr. La mienne s'en vient, s'en va. Avant de parler du spleen éventuel de Mathis Sabine en ce mois de septembre, il faut raconter son été, David, ce mercato où il a été annoncé un peu partout.
Alors, on commence par quoi? Parce que là, l'été a été long pour Matty Sablin. Il y a eu d'abord des offres. Il y a eu une offre d'abord de Sunderland. Alors là, ne m'en voulez pas, je connais plus tous les chiffres par cœur. Je crois que Sunderland, je sais plus. Je crois qu'on était à 20. Je crois qu'il y a même eu d'abord Marseille. On était aux alentours de 15. 15-20. Il y a eu, on a parlé de Lille, de Strasbourg, mais il n'y a pas eu d'offre ferme. Donc Marseille, c'est l'Angleterre Sunderland, qui a été la plus généreuse ensuite. Et surtout, ensuite, il y a eu le Paris FC. Et là, le Paris FC est monté à, Christophe, je sais 25. plus, 25 millions au final. Ouais. Et les dirigeants nantais ont toujours été très clairs. Matty Sablin, c'était 40 millions ou rien. Moi, je pensais à ce moment-là de l'été, j'étais en vacances, mais je lisais ça avec gourmandise et je me disais, Valdemar demande 40 évidemment parce qu'il est à 15-20, mais à 30 il lâche. Et puis la suite de l'histoire nous a prouvé le contraire. Il n'y a pas eu d'offre à 30. Que 30 c'était pas suffisant. Ah, il n'y a pas eu des approches à 30 ? Ah bah moi j'ai lu alors, chez nos confrères de l'équipe peut-être à Sunderland, que Sunderland était revenu à la charge avec un 30 c'était Wolverhampton. Wolverhampton. Ah, Wolverhampton. Oui, c'est Wolverhampton qui fait une. Ouais. Et que je me suis dit à 30 ça craque quoi. Mais non, il n'a pas craqué. Est-ce que on s'arrête là-dessus tiens. Est-ce que Matty Sablin, gros potentiel, on a beaucoup aimé sa progression dans le collectif nantais, mais franchement, est-ce que... Collectif nantais. Ah oui. Ouais, David. Est-ce que ça vaut 40 millions d'euros sur le marché actuel, Matty Sablin? Est-ce que Valdemar Kita a raison d'en demander autant? Ça me paraît... Je sais, on est un peu au doigt mouillé, il y a des transferts qui nous ont un peu étonnés dans l'été, mais c'est quand même énorme, 40 millions d'euros. Par exemple, chez nos confrères rennais, nos voisins, Kalimundo est parti à 30 millions d'euros. Kalimundo, c'était 17 buts dans la saison en Ligue 1, par exemple. Christophe, je te vois opiner du chef. Non, moi, pour 40 millions d'euros, je l'emmène tous les jours à l'aéroport. Matty Sablin, c'est un bon joueur. Si tu réutilises l'argent, millions, ça me paraît, 40 millions, non, ça me paraît trop. Donc, ça me paraît étonnant qu'à 30 millions, il ne soit pas parti. Mais il préférait rester en France. Il ne voulait pas aller en Angleterre. Donc après, est-ce qu'il avait son mot à dire? Je ne sais pas. Mais... Et voilà, est-ce que c'est le seul choix de Matty Sablin? C'est conjointement avec le FC Nantes qui voulait... Est-ce que c'est un bon calcul? Est-ce que Matty Sablin, dans un an, vaudra autant ou plus? Ça va dépendre de sa saison. Voilà. Ça va dépendre, on va en parler, dans quel état d'esprit il est. Mais j'ai pas Vas-y trop... David, on parle là-dessus. Non, si mais j'ai pas trop de doute là-dessus. Oui, il est... Alors, il faut quand même dire qu'il a été... derrière lui, il y avait des agents. Ces agents qui, eux, souhaitaient forcément qu'ils partent. Ils lui ont mis ça dans le crâne tout l'été. Et tous les papiers qu'on a pu voir, d'ailleurs dans d'autres médias que les médias locaux, sur notamment le recadrage de Castro avec Ablin le soir de Nantes PSG. On va pas se mentir, ce sont les agents qui ont fait fuiter ça pour essayer de faire craquer un peu, mettre un peu plus, envenimer, ouais, c'est ça, envenimer un peu les choses. Parce que les agents, ils croquent, ils prennent de l'argent sur le transfert. Ils arrivent en fin de mandat, les agents, avec Matty Sablin. Que va-t-il se passer pour eux? S'ils changent d'agent, ils prendront pas le fameux 10% du transfert. Donc ça, c'est important de le préciser. Après, oui, il y a eu avant le match il a été blessé contre le Paris FC. Bon, sa blessure un peu diplomatique. Voilà. Donc, mais il faisait très clairement la gueule. Il avait un peu un double discours. À Luis Castro, il a jamais dit que lui voulait absolument partir, qu'il mettrait plus les pieds à la Jonelière. En revanche, dans le vestiaire, c'était je veux partir, je vais partir. Voilà. Donc il y avait un petit peu un double discours, il avait du mal à situer un peu le garçon, il avait du mal à assumer un peu sa position. Voilà. Et puis finalement le FC Nantes n'a pas lâché, mais moi j'ai aucun doute sur la mentalité de Matty Sablin, et moi je trouve qu'on l'a déjà vu contre Auxerre, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi j'ai trouvé que son entrée en jeu était bien meilleure que les deux premières. Voilà. Je suis d'accord. Que celle de Strasbourg ou que celle du Paris Saint-Germain, où le mercato battait encore son plein et qu'il ne savait pas à quelle sauce il allait être mangé, dans quel club il allait finir. Vous êtes sur la même ligne tous les deux, Jérôme? Ouais, après, il y a un élément de contexte qui me paraît important, c'est qu'il n'est pas parti pour 25 millions parce que le FC Nantes avait fait pas mal de ventes en début de mercato. C'est vrai. Zézé notamment, mais même les autres joueurs qui sont partis. Les 20 millions de Zézé ont sauvé le soldat Ablin pour les supporters nantais. Je veux dire, à 25 millions, s'il n'y avait pas eu ces ventes-là qui avaient été faites avant, je pense que Ablin, il était au Paris FC. Mais donc voilà, c'est aussi en fonction du contexte. Et voilà, si Valdemar Kita, il fait cette sortie après l'offre de Marseille en disant qu'il ne le vend pas pour moins de je ne sais plus combien, 40 ou 50 millions, c'est qu'il peut se le permettre parce qu'il a déjà eu des rentrées d'argent. Il ne faut pas oublier qu'il y avait un pourcentage pour Rennes. Faut pas oublier ça. Oui, non, mais en plus. Donc c'était je sais plus combien. Je l'ai pas. On est peut-être à 20. Ouais. Donc il y a ça aussi. Hein.
Oui, que Nantes ne touchera pas. Ouais. Effectivement. Christophe, sur Mathis Sabline, et ensuite on débriefera le sondage. Je rejoins Jérôme, je trouve que le dossier a plutôt été bien géré par le club dans le sens où, avec 40 millions de ventes record du club, ils n'avaient plus besoin vraiment de vendre Mathis Sabline. Et heureusement, parce qu'en attaque, on a évoqué Youssef El Arabi tout à l'heure, mais vaut mieux clairement que Mathis Sabline soit là parce qu'on a besoin de talent dans cette équipe. Il peut jouer, en plus il est polyvalent, on l'a vu sur le côté là contre Auxerre, il fait quand même 2 déboulés, un à droite, un à gauche, l'un qui se termine sur le poteau, donc il est mieux, il est de mieux en mieux, et Luis Castro a quand même prôné un apaisement après l'affaire du recadrage. Il a dit que oui, mais moi je fais ça parce que je veux aider mes joueurs, le recadrage vidéo c'est demander aux joueurs de Dunkerque, je fonctionne comme ça. Et donc, je veux le bien de mes joueurs et je pense que Mathis Sabline va récupérer progressivement de la confiance et va être, un élément fort du FC Nantes cette saison. On a quand même vu une vraie différence et on évoquera le cas du petit Guirassy tout à l'heure dans l'émission, capable de montrer des choses en termes de vitesse, mais... Quand Sabline est entré contre Auxerre, on a vu de l'autorité dans la façon de prendre le ballon, de contrôler son adversaire dans son dos. Enfin, on a un joueur expérimenté de Ligue 1, c'est assez incomparable de ce point de vue-là et ça saute aux yeux sur cette entrée de Mathis Sabline. Qu'en pensent les supporters, David ? Alors on a mis un sondage sur X. Comment imaginez-vous la saison de Mathis Sabline après son été mouvementé ? Il y a eu 1400 votes. Il va tout cartonner, 38%. Une saison neutre, 37%. Du mal à digérer l'été, 25%. 25% des gens qui sont pessimistes sur Mathis Sabline, donc il y a quand même une belle attente sur l'attaquant nantais. Est-ce que c'est un top joueur, Mathis Sabline, parce qu'on évoque des sommes quand même assez incroyables, capable de hisser son niveau à celui de la Ligue des Champions par exemple, à un club qui pourrait jouer la Ligue des Champions? Est-ce qu'on a affaire à une pépite dont on dira, et souvenez-vous d'Arandal Colomwani par exemple il y a quelques années, dont on dira bah oui, il a toute sa place dans un club de Ligue des Champions, comme la progression de Randal a été fulgurante à travers Francfort, le PSG, et maintenant il est peut-être pas dans le top Ligue des Champions, Randal, mais il est à niveau Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut imaginer un même destin pour Mathis Sabline? Vous y croyez ou pas? J'ai du mal à me prononcer là-dessus. Il a vraiment des belles qualités de vitesse de percussion. D'ailleurs, il est rentré dans l'axe contre Auxerre après. Ouais, c'est Mohamed qui est passé à gauche. Exactement, c'est Mohamed. Alors, étonnant. On verra mais ces deux accélérations étaient à gauche, comme on disait la semaine dernière. On verra au fil de la saison où il va jouer. Là, Luis Castro disait que c'était circonstanciel en fonction de l'adversaire. Mais non, c'est un bon joueur, Mathis Sabline, qui a déjà été appelé en équipe de France jeune. Donc il a des références. Il faut vraiment que ce soit cette saison, je pense, c'est importante. On aura un élément de réponse à ta question cette saison. Comment il va justement digérer ce départ qui ne s'est pas concrétisé? Comment il va rebondir? Il a marqué 11 buts de la saison passée, donc il faut qu'il soit capable d'en marquer plus cette année, de faire des passes décisives. Et s'il fait ça, je te dirais oui. Patrick nous dit il a tout intérêt à cartonner, il va le faire, faute de quoi on n'a pas fini de lire des commentaires, qu'il voulait partir à tout prix, qu'il n'en a rien à faire du club, etc. Gaëtan nous dit Mathis Sabline va refaire une saison semblable à la précédente, avec des fulgurances, mais aussi des matchs plus neutres. Oui, c'est vrai. Par contre, on en parle... de régularité, je trouve. C'est une des choses qu'on a pu leur reprocher la saison dernière. Logan nous dit il fonctionne à la confiance, Sabline. Quand il va inscrire un premier but, ça va enchaîner et on oubliera dans quelques semaines son départ avorté. Et enfin, un dernier supporter nous dit il aura du mal à digérer. Ce n'est pas 6 mois dans une carrière, c'est important. C'est pas 6 mois qui font de toi un cadre, ça va être compliqué, sans parler des lacunes dont il a fait preuve la saison dernière. Lui est plus critique à l'égard de l'attaquant nantais. À titre comparatif, j'ai le souvenir de Ludovic Blas, un été qui est vraiment proche de partir à Lille. C'est vrai. Finalement, ne part pas. Et je sais qu'il est assez frustré. Il a mis 1 mois et demi peut-être à s'en remettre. Mais il avait fait une bonne saison derrière. Donc il avait digéré. Il y avait une digestion un peu longue. Si, je me souviens, on avait fait des débats là-dessus. Fin août, il était parti à Lille. C'était presque fait. Et il y a eu un demi-tour. Et finalement, non. Retour à la Jaunelière à l'époque pour notre ami Ludovic Blas. Dernière question sur comment relancer. Est-ce qu'il a besoin d'être relancé par Luis Castro? Parce que quand tu as un garçon que tu estimes 40 millions d'euros, que tu fais pas jouer pendant 3 matchs, qui est remplaçant, est-ce que c'est terminé? Il va être titulaire et Guirassy va reprendre sa place sur le banc. C'est une évidence pour vous? Est-ce qu'il a besoin d'être relancé?
Mathis Sablin. Guirassy, c'est compliqué parce qu'il a fait de très bons matchs et il a été. Luis Castro a appuyé sur le fait qu'il soit très précieux en défense. Là, il fait la passe décisive pour Mohamed lors du dernier match. Donc c'est compliqué de lancer Mathis Sablin sur le côté. Mais ouais, ça passe. Moi, j'ai envie de dire que ça passe par une titularisation à Nice. Lors du prochain match, s'il est encore sur le banc pour la 4e fois consécutive. Après 15 jours de trêve internationale. Ouais, pour un joueur qui, tu l'as dit, fonctionne plutôt à la confiance. Faut y aller. Ça va être compliqué. Mohamed, il a marqué. Au détriment de qui? Voilà, Guirassy, Mohamed, Benatab, ils ont été plutôt bons, les trois. Hein. Pour moi, ça fait pas de doute qu'il doit retrouver une place dans le 11 de départ, qu'elle soit sur le côté gauche ou en pointe. Pour moi, je vois les premiers matchs de Guirassy, il y a du bon dans le repli défensif, dans les efforts, il fait une belle passe, etc. Mais pour moi, Mathis Sablin est un joueur assez largement au-dessus pour le moment. Pour moi, il n'y a pas photo. Évidemment que Luis Castro a tout intérêt à s'appuyer sur lui. T'as raison, Jérôme. C'est vrai que c'est d'un autre niveau. Je le disais tout à l'heure. Lequel des trois sortir parce qu'il peut jouer à droite? Guirassy. Moi, je pense que Benatab ou Mohamed. Mais je sais que le club envisageait davantage d'installer Ablin dans l'axe. C'est aussi pour ça que s'il y avait eu. Mohamed serait parti. S'il y avait eu une belle offre, parce qu'il n'y a pas eu d'offre. Mohamed, je crois qu'on l'a dit la semaine dernière, rien du tout. Zéro. Donc il est toujours là. Étonnamment, on peut le dire aussi. Mohamed faisait une bonne prépa. Mercato turc est peut-être pas fini. Non, mais là, on me signalait hier. T'as pas de remplaçant. J'ai bien. Ça serait dur de perdre Mohamed maintenant. Mais oui, je suis plutôt d'accord avec vous. Et pourtant, je trouve que Guirassy, autant en match de prépa, Guirassy m'avait un petit peu déçu, mais là, sur les matchs de championnat, j'ai trouvé que il a fait des bonnes choses. La passe lumineuse pour Mohamed, comme tu dis, c'est fort. Il y a ce repli défensif, il défend beaucoup. Mais offensivement, il y a encore. Peut-être pas assez pour Koza, mais. On glisse sur Guirassy, donc on parle des jeunes. C'est parti. David Filippo, Ouest France. Simon Rengoat, It West. Christophe Pénoignon, Ouest France. Jérôme Jolivet, Presse Océan. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Focus sur cette chance à saisir pour les jeunes Canaries. Je regarde en arrière. Oshi. Les yeux vers la terre, je vous vois. Il est trop fort. Ouais, mais vous êtes... Et avec qui Elle n'est pas toute seule. Je regarde la mer, je vous vois. Je vous trouve un charme fou. Je trouve un charme fou, c'est Oui, ça c'est le titre, tout à fait. C'est quoi moi qui va me rendre fou? Ah, c'est qui? C'est Gaëtan Roussel. Sinon, vous écoutez un peu la musique de temps en temps? Non, alors là, trop rapide pour nous. Jérôme et Christophe sont sous la table. Non, mais tu sais que tu as des blind tests à bosser pour le podcast, hein, Jérôme. Donc, il va falloir s'y mettre. Il va falloir écouter le commercial et tout. Il n'y a pas le choix. Un charme fou. Et c'est vrai qu'ils sont propulsés sur le devant de la scène avec Castro et qu'ils ont ce charme fou. Tilel Tati, Louis Leroux, Guirassy, Benatab. D'ailleurs, lequel vous enthousiasme le plus parmi les 4 que je viens de citer et qui jouent avec le Football Club de Nantes? J'ai donné coup de cœur. Vas-y. On a tous la même réponse. Je suis pas sûr. Tilel Tati? Oui, quand même. Vu T'as l'âge. qui, toi? Mais moi j'ai bien aimé Benatab. On parle de jeunes formés à la Genelière. Oui, Tati c'est le coup de cœur. Il a 50 plus déjà, Benatab. Oui, en plus, 7 ans. C'est plus un jeune. 17 ans. Oui, Tilel Tati, on est d'accord. Voilà, on est tous d'accord. C'est bon. Est-ce que c'est trop de responsabilité trop tôt ou est-ce que c'est bien enfin de voir des jeunes dans ce 11 nantais? Moi, Simon, là je prends la parole parce que je te cache pas que j'ai légèrement souri en voyant la formulation de ta question. Ça fait tellement de temps que dans ce podcast ici même, on réclame plus de temps et plus de responsabilité pour les jeunes. Que maintenant qu'ils en ont, je crois qu'on pose la question et c'est bien normal, mais honnêtement, moi je trouve ça très bien. S'ils jouent, c'est qu'on estime, le staff estime qu'ils ont malgré tout le niveau. Ils ont montré sur les premiers matchs, et je pense notamment à Tilel Tati, une assurance, un flegme. Voilà, on voit qu'il y a un potentiel chez ce garçon qui est très important. Alors ce qu'il faudra voir après, c'est quand les premières difficultés arriveront, comment il va réagir. Mais il y a d'autres clubs où on a lancé des jeunes, on se pose pas toujours la question. Je veux dire, quand ils sont bons, ils jouent. Pourquoi c'est la bonne surprise de ce début de saison, Tilel Tati? Parce qu'il est très très fort dans les relances, alors qu'ils sont constamment mis sous pression, il fait quasiment pour l'instant aucune erreur, donc c'est assez impressionnant. Il fait un peu penser à cet égard du coup à Nathan Zézé qui est parti à Neom, on l'a évoqué la semaine dernière. Donc ça reste à confirmer, mais pour l'instant, c'est tout bonus. Contre Auxerre, il s'est montré vraiment impressionnant. Même dans les duels, il a compensé des petites erreurs, cette fois d'Awaziem, alors que c'était plutôt l'inverse sur les premiers matchs.
Mais non, mais je suis totalement d'accord avec Jérôme pour répondre à ta question initiale. Enfin, oui, c'est le moment. On a fait venir Luis Castro pour faire jouir les supporters. Hein. Bien sûr. Non, mais il faut assumer. Là, c'est demi-molle. Hein. Ma langue a méchamment fourché. Hein. Ça arrive, il n'y a pas de souci. Autant sur Dynamite, c'était moins grave. Autant là. Mais non, Franquita, lors de la conférence de presse de reprise, a martelé ce discours. Voilà, l'heure est venue de faire jouer les jeunes. Luis Castro est venu pour ça. On va pas se déjuger au bout de 3 matchs. Tillel Tati, c'est impressionnant quand même. Oui, c'est énorme. Mais c'est presque une bonne nouvelle du coup que Radakovic, parce que imaginons, je vous le disais tout à l'heure, si Radakovic avait été à un niveau honorable, il aurait joué et peut-être qu'on n'aurait pas vu Tati. Tati, il est juste énorme. Moi, franchement, ça fait 20 ans que je suis le FC Nantes. Un gamin de 17 ans aussi facile, on a l'impression qu'il en a 27 quand il joue. Christophe en parlait sur les parce que vous avez remarqué. On va rester prudent aussi parce que ça fait 3 matchs de Ligue 1 seulement. Alors oui, t'as raison. Je vais peut-être me calmer un peu. Non mais vous me demandez il va de la peut-être prudence. faire une bourde contre Nice. Oui, mais en préparation, il a été bon aussi. Donc oui, voilà, c'est ça aussi. C'est qu'on est à 8 matchs. Quand les premières difficultés vont se présenter, comment réagira-t-il ? Parce que le jeu de Castro, là, on en a parlé des échanges de ballons entre les deux centraux avec Lopez. Il faut quand même avoir faut être sûr un bon techniquement, un bon QI foot, il faut être sûr de soi et franchement il dégage une assurance à 17 ans. C'est de toute façon à la Jonelière, tout le monde le dit, Alors, il fait penser même à certains à des très grands joueurs passés. Moi il me fait penser dans son style, alors, même avant de Saïf, 7 à Doncor tout simplement, juste avec les dreads et avec le maillot aussi qui ressemble un peu au maillot des années 80 de très loin, les couleurs et tout. Je me suis dit waouh, beau joueur, franchement, ça encore. Mais bon, ça parlera aux plus anciens. On se régale avec Tillel Tati. Louis Leroux te procure-t-il quelques sensations également, Christophe, où c'est un peu moins fort avec Louis Leroux cette saison? On va dire un peu en demi-teinte. Alors je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais un peu en demi-teinte par rapport à ce qu'on peut attendre de lui et ce qu'il nous a montré la saison dernière. Ouais, il a vécu 2 premiers matchs compliqués, notamment le deuxième, même si il a un abattage au milieu de terrain, il récupère des ballons, dans les duels il répond présent, mais au milieu c'était trop insuffisant. Au niveau technique pour l'instant pour Louis Leroux, on sait ce qu'il est capable de faire, on sait qu'il est capable de faire mieux, et c'est pour ça qu'on en attend un peu plus, parce que c'est l'un des jeunes les plus entre guillemets confirmés maintenant désormais. Donc, c'est vrai, confirmé. Même si ça fait vraiment pas longtemps qu'il joue en Ligue 1, en tout cas il a un peu plus de références, donc oui, on s'attend à ce qu'il soit, parce qu'on attend plus de maîtrise au milieu de terrain en fait. Donc Johan Le Penant a répondu présent alors qu'il avait lui aussi vécu un début de saison compliqué, mais il a répondu présent contre Auxerre. On attend la même chose de Louis Leroux pour avoir plus de maîtrise. Leroux, Jérôme? Moi j'ai été assez bluffé par ses débuts l'an dernier en Ligue 1 et va falloir, en fait c'est l'année un peu de la confirmation. C'est ça. Oui, il a fait des matchs moyens en début de saison, mais je suis pas trop inquiet. Vu la qualité qu'il a déjà démontré, je pense qu'il peut s'imposer dans ce milieu de terrain, et il a une autre corde à son arc, c'est qu'il est, je le trouve à droit devant le but, et des milieux de terrain qui sont capables de marquer. Il vient de marquer avec les espoirs. Et il avait déjà marqué l'an dernier à Monaco, je crois. Voilà. Il a montré cette efficacité. Je trouve qu'il se projette beaucoup dans le système là avec Castro, on le voit pas mal dans la surface de réparation, et je pense que ça peut être une arme assez intéressante aussi d'un point de vue offensif. Il n'a pas été à son niveau technique. Donc j'espère qu'il va important que tu l'as sur mon petit gazon, surtout s'il marque sur mon petit gazon. Et c'est important dans le foot d'ailleurs, les joueurs qui marquent, ça joue. Non, c'est techniquement que j'avais trouvé un peu plus emprunté que la saison dernière sur ses premières apparitions sous le maillot nantais. On va rapidement égrener la suite des jeunes à travers des questions. On en a déjà beaucoup parlé. Oui ou non, Guirassy a-t-il suffisamment profité de la situation d'Ablin pour s'imposer ? Peut-être pas. Il a été bon, mais on l'a expliqué, c'est pas certain qui grille la priorité à Mathis Ablin. Benatab, c'est l'autre bonne surprise. On s'arrête quand même quelques instants sur ses qualités. Certes, il faut qu'il muscle son jeu, mais quand tu es défenseur latéral et que tu sais que tu as Yacine Benatab face à toi, t'es pas tranquille parce qu'il va virevolter. Vous êtes de cet avis? C'est ça, c'est le terme, virevolter. Ouais. Franchement,
défendre sur un joueur comme ça, très compliqué. Il est tellement, on l'a vu à l'entraînement. Il est déroutant en fait. Puis il est très 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 léger. Moi, j'attends de le voir provoquer davantage d'ailleurs dans la surface de réparation, parce qu'en plus il va très vite. Il a un jeu de jambes rapide. J'attends de voir ça et pour des défenseurs, ça va être très très compliqué. C'est un profil un peu atypique, je trouve, en Ligue 1. Et moi, j'ai vu pas mal de ses actions en national. Alors évidemment, c'était du niveau national, mais il était vraiment au-dessus de la mêlée, quoi. Mais il passe le cap pour l'instant. Validé en Ligue 1. C'est pas rien. La marche est haute et pour l'instant, il la passe. Pour l'instant, il la passe. Il a fait quand même de très très beaux matchs en ce début de saison. Je le disais, il faisait office de dynamiteur. Contre le PSG, c'était le seul. C'était un peu le seul qui apportait provoquer. Le danger. Ouais. C'est Hernandez qui était sur lui, qui était en difficulté. Exactement, au PSG. Il a une petite spéciale là qu'il fait où sur le contrôle de balle, il met dans le vent tous les défenseurs avec un contrôle orienté assez incroyable. Donc non, pour l'instant, il faut qu'il continue. C'est très prometteur. Il donne des émotions, lui, j'ai l'impression. Ouais. Encore un qui donne des émotions à Christophe. Pourquoi ça coince pour Duff et Tabibou ? Tabibou, élément offensif dont on parlait la saison dernière. Jean-Marcel Boudard n'est pas là. On l'aura bientôt dans le podcast, mais il était dithyrambique sur Tabibou, sur sa qualité sportive. Il a été bon en préparation, pour vous qui avez vu la préparation. Notamment contre Rennes. Moi, j'y étais. Franchement, il était au-dessus du lot ce jour-là. Plutôt une bonne prépa. Là, il entre en jeu. Il entre. On se souvient même quand il est entré sous Comboiré, c'était pas mal. Un match où il était rentré à Lorient également, un match ailier droit. C'était vraiment intéressant. Le risque de le cantonner dans cette situation, David, ça va être pour lui de jouer sa vie sur 10 minutes à chaque fois et peut-être de vouloir trop prouver, trop montrer balle au pied, de pas forcément entrer dans ce collectif. Est-ce qu'il est capable d'autre chose ? Est-ce qu'on peut l'installer ? Jérôme ? Une saison, c'est long. Là, pour l'instant, il fait des petites sorties de banc. Il peut très bien avoir, pour X ou Y raison, une opportunité de démarrer un match dans la saison. Ce sera à lui de saisir cette opportunité, comme un Tati l'a fait. Il faut pas se louper quand on a la possibilité de se montrer. Mais moi, je pense que vu son talent, on voit aussi que dans les équipes de jeunes, quand il est en équipe de France, ça se passe bien. Je pense qu'il peut continuer à mûrir tranquillement et à jouer plus dans la saison et à montrer ce qu'il est capable de faire. J'ai pas été très précis tout à l'heure. Hélas, ouais. Donc il y a une Coupe du Monde U20 qui est organisée au Chili du 27 septembre au 19 octobre pour l'équipe de France U20, donc qui sera présente. Tabibou en fait partie, il fait partie de cette sélection, Mirbach également, et on m'expliquait hier que Tabibou, normalement le club devrait le retenir parce que ce ne sont pas des dates FIFA, donc le club a le droit de le bloquer. T'es pas obligé. Logiquement, alors ça va dépendre de son temps de jeu d'ici là, mais normalement le club devrait le retenir. Mirbach, c'est un autre débat, forcément. La poule de l'équipe de France à l'occasion de cette compétition ? Oh là, tu m'en demandes trop. Plus ça, c'est pas sérieux, c'est du amateurisme. Voilà, il va falloir bosser les dossiers. C'est du amateurisme, monsieur Philippot. Duff, alors, milieu de terrain, jeune milieu de terrain qu'on a apprécié durant la préparation, qui s'est montré avec ses qualités, et puis qui est sorti des choix de Castro avec l'embouteillage dont je parlais tout à l'heure. Qui a assisté à ces rencontres en prépa ? David. Ouais, moi je bosse tout le temps de toute façon. Oui, évidemment. Plutôt intéressant, notamment j'ai des souvenirs de lui à Angers, donc en match de prépa, une défaite 1-0. Il a joué vraiment en sentinelle. Oui. Je sais pas si c'est un grand joueur il fait plus d'un 90, très longiligne, mais loin d'être lent et plutôt à l'aise techniquement. Exactement. Moi je l'avais trouvé plutôt bon ce jour-là et on l'a peu revu. Visiblement, ce qu'on me dit, c'est qu'il lui manque des choses encore. Il est jeune, il a 19 ans, c'est ça Duff. Voilà, il lui manque des petites choses. Donc il va rester dans le groupe pro, mais évidemment, dans ce poste de sentinelle, il arrive après Coquelin. Il y a de la concurrence là. Après Cohn, c'est un peu bouché. Après Mwanga. L'autre solution, ça aurait été de le prêter. Si tu crois en lui et qu'il aille s'aguerrir en national ou en. Il va travailler avec 2, le staff de Castro, des choses particulières visiblement. Peut-être qu'il va progresser lui aussi. À défaut de. Peut-être que ce sera le cas au mois de janvier. Si vraiment il n'a pas joué à cet âge-là, on a besoin quand même de. Et puis il est mieux en jaune, Duff, je trouve.
Oh, c'est excellent, c'est vraiment très très drôle. Je pense que je vais David. quitter le podcast. ça fait beaucoup. On va avoir des plaintes de partout. On termine avec les internationaux, les plus jeunes. Et ça, c'est un papier que vous avez réalisé dans Ouest France, les amis. Tu peux me tutoyer. Hein. C'est toi qui l'as fait. Oui. Très bien. Beaucoup d'internationaux dans les catégories jeunes à la Jonelière. Oui. Donc, il y avait les espoirs. Donc, Nathan Zézé qui est parti à Neom, qui fait partie du groupe Espoir. Et Herbert Guirassy, d'ailleurs, qui s'est blessé. On aura des nouvelles en fin de semaine, savoir s'il pourra jouer à Nice. Donc ça va peut-être régler notre problème d'ailleurs les gars. Ce sera à Blin. Voilà, très clairement, ça sera peut-être plus simple pour Castro. Il y a également Louis Leroux. Ensuite les U20 Abibou, Mirbach, on en a parlé. Chez les U19, il y a Johan Chauvin, originaire de La Roche-sur-Yon en Vendée. Johan Chauvin donc est latéral droit et Mustapha Dabo. Alors ça c'est un joueur, on me dit qu'il faut le surveiller, notamment Jean-Marcel Boudard qui me dit ça. Faut surveiller aussi Jean-Marcel, faut faire milieu offensif gauche, donc ils sont chez les U19, équipe de France. C'est le frère d'Abdoulaye Dabo. Vous vous souvenez peut-être de lui. Ancien du FC Nantes, parti en Italie à la Juve. Voilà, c'est ça. Et ensuite les U18, on en a parlé. Tilel Tati et Tom Rayani. J'ai cité son nom tout à l'heure, c'est un latéral gauche. Tom Rayani. Et il y a souvent appelé en U18 également Sana Camara. Je crois qu'il est né lui aussi à La Roche-sur-Yon. Toujours, il est toujours appelé, mais là il est blessé en ce moment. Et chez les U17, il y a Joshua Dago et Lohan Merrifield. Là que je connais pas. Deux attaquants. Deux attaquants, ouais, exactement. Et chez les U16, Ezekiel Aledji, un milieu de terrain. Attention parce que c'est sous le contrôle de Jérôme qui connaît les jeunes. Donc sur la prononciation. Il joue Merrifield et Dago. Merrifield il joue avant-centre, je crois, et Dago peut-être un peu plus sur le côté. Et Aledji. Deux attaquants. C'est quand même intéressant, messieurs, de se dire que la relève avec des internationaux derrière est là à la Jonelière, alors qu'on en voit déjà en Ligue 1 ces jeunes, et c'est un vrai vent de fraîcheur pour ce football club de Nantes de voir cette jeunesse-là. Il faudra lui faire la place. C'est le débat qu'on vient d'avoir à propos de Bamed Duff, mais il faudra faire la place à ces jeunes pour qu'ils aient leur chance. C'est aussi pour ça qu'est là Luis Castro, pour savoir quoi faire avec chacun d'entre eux. On termine avec la DAG qui s'est déroulée ce week-end et un coup de fil à Alexis Vergerot. Salut Alexis. Salut, c'est Simon, It West et Sans Contrôle. Je suis entouré du gratin de la presse nantaise. Les meilleurs. Comme toujours. David, et désolé, on non, pas comme toujours. Jean-Marcel n'est pas là, par exemple. David, oui, on a du retard. Alexis, on a du retard, désolé. À cause du mercato, tout ça, on a été trop bavard. David Filippo, Jérôme Jolivet, salut Péo, Alexis. Et Christophe Pénoignon, Ouest France également. Salut Christophe, salut Jérôme. Salut. Et on fait un clin d'œil à ton bouquin, évidemment, que nous avons reçu et lu ou parcouru. Les uns et les autres. Tu as eu tes papiers d'ailleurs dans Ouest France et dans Presse Océan. Et t'étais sur France 3 hier soir, j'ai vu. C'est bien ça. Qu'est-ce qui te coupe au début, Emmanuel Faure? C'est pas simple. C'est pas simple avec Emmanuel. Franchement, le début de l'interview, mais il arrête pas de te couper. C'est un peu combat de boxe, tu vois. Avec lui, en fait, il t'écoute pas trop. En tout cas, par contre, il avait lu le bouquin, ça se voyait qu'il avait. Puis c'est une belle médiatisation. C'est quand même 7 minutes, mais c'est vrai il coupe beaucoup la parole. Complètement. Ouais, c'est le problème de certains intervieweurs. Mais on ne citera pas de nom parce qu'il y en a autour de la table. Salaud, Tiviski, ouais, Jérôme. Jérôme, faut que tu fasses des efforts là-dessus. Tu le sais, Jérôme. Je le coupe tout le temps, moi. Let's go. Donc, hop, je ferai le point de montage à cet endroit-là. Salut Alexis. Salut. On te passe un petit coup de fil aujourd'hui avec les copains du podcast pour saluer la sortie de ton bouquin dans la foulée de DAG ce week-end. Et c'était justement la DAG, la course hommage à Philippe Daguillon. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce bouquin et comment tu fais le lien justement avec la mémoire de DAG qui est honorée désormais chaque année? Tout part de l'an dernier, l'édition 2024, un engouement assez incroyable autour de cette course. Donc rapidement, j'ai pris contact avec la famille, avec Elliot Daguillon pour leur proposer le projet de rendre hommage à Philippe. Et tout de suite, ils ont adhéré à l'idée. Donc on a établi une liste de à peu près 60 personnes, donc des acteurs du foot français, du FC Nantes, plusieurs légendes du foot. Et tout de suite, tout le monde a joué le jeu et puis on a rendu hommage à Philippe, à la fois au kiné, à l'homme derrière le kiné, parce que l'homme était quand même assez exceptionnel.
aux marathoniens, voilà, avec plein d'anecdotes, plein de souvenirs, plein de témoignages. Un homme de l'ombre au Football Club de Nantes, mais que tout le monde connaissait dans la famille nantaise, avec des témoignages, tu le disais, certains assez drôles. Hein. Vincent Bessa qui dit notamment « Je le voyais plus que ma femme ». Parce qu'il était tout le temps, évidemment, à la Jonelière. Qu'est-ce que tu retiens? Tiens, quelques-uns des témoignages qu'on pourra retrouver en achetant ton bouquin. On a par exemple Didier Deschamps qui nous raconte s'être brûlé au dos lors d'un stage à La Réunion, et grâce à l'intervention de Dag, son dos n'en garde aucune trace aujourd'hui. Donc voilà, il était très reconnaissant. On a l'anecdote avec Fabien Barthez en 2006 quand il arrive au FC Nantes. Il arrive en décembre durant la trêve hivernale et il réclame une personne pour s'occuper de sa remise en forme avant la reprise, Philippe Daguillon. Donc les vacances de Noël de la famille de Dag étaient un peu tombées à l'eau. Cramé, ouais. C'était vraiment le dévouement en fait. Hein. Il était capable d'aller soigner des joueurs en pleine nuit. Voilà, c'était du matin au soir. On a Jean-Michel Ferry qui nous raconte le petit code secret qu'il avait avec Dag les veilles de match quand ils étaient en mise au vert. Voilà, il allait soigner les joueurs à 1h du matin dans leur chambre. Voilà, un peu dans le dos de Coco Ciodo. Ouais, dans le dos du coach. Dans le dos du coach, c'est ça. On a Reynald Denouex qui nous raconte avoir croisé Philippe Daguillon quand il était à la Real Sociedad un soir de match au Camp Nou contre Barcelone. Philippe rentrait du marathon de Madrid et il voulait aller au resto avec lui après le match. Et non, pour Philippe, c'était impossible. Il fallait qu'il soit à la Jonelière le lendemain matin à 9h du matin. Donc il avait roulé toute la nuit en voiture. Voilà, il était infatigable. C'était une vie à 200 à l'heure, Philippe. Le soldat, quoi. Philippe Daguillon, le soldat du FC Nantes qui a traversé toutes les générations de Canaries, David. 33 ans de fidélité, hein, c'est ça, au FC Nantes. Mais c'est ça, 33, Alexis, tu confirmes? C'est ça, ouais. Ça, de mais on oublie que parfois qu'il est passé en équipe de France. Et moi, c'est vrai que j'ai des souvenirs de Nantes, de France, Brésil, Guadalajara, ouais. 86. Il est sur cette pelouse, donc il a fait le titre de 84 des Bleus et la Coupe du Monde 86, c'est ça? C'est ça. Son plus grand souvenir, c'est le match dont tu parles, hein, le France-Brésil. J'ai retrouvé dans les archives un petit témoignage de sa part. Il racontait qu'il faisait tellement chaud ce jour-là au Mexique. Il avait préparé des petits sacs en plastique avec de l'eau et puis il les jetait aux joueurs qui les mordaient parce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir des bouteilles lors de ce match. On a des témoignages de Sailly, de Bossis qui racontent que oui, il était tout jeune en arrivant en équipe de France, Philippe, et pourtant, même en massant Platini, en massant Giresse. Ouais, il y a une photo d'ailleurs où il masse Giresse en 1984. Ouais. À l'époque où la France va remporter son premier titre majeur, ce championnat d'Europe. Il faisait vraiment l'unanimité, même Giresse qui dit, je me disais que la FC Nantes avait de la chance. C'est pas commun pour un Bordelais quand même de dire ça. On a Luis Fernandez, Jean-Pierre Papin, voilà, on a vraiment les légendes, en les appelant juste la simple évocation du prénom de Dag et tout de suite les souvenirs remontent. Voilà, pourtant c'est des joueurs qu'on connu et qui ont été entre les mains des plus grands et pourtant voilà, Philippe faisait vraiment l'unanimité. Il était adoré de tout le monde. Et Zidane le connaissait. Zidane le connaissait. Ouais, on a une belle photo avec Zizou. On aurait aimé l'interroger, on n'a pas réussi à remonter jusqu'à lui. Il avait fait un petit message lors de la première édition de la DAG en 2019. Voilà, c'était un peu plus compliqué de l'atteindre, mais je pense qu'il aurait aussi répondu avec plaisir parce qu'il connaissait très bien Philippe Daguillon aussi. Hein. À propos de la DAG, on a vu Elliott la saison dernière pour évoquer cette course désormais annuelle, hommage, et puis qui permet aussi de... On avait promis aussi, David, d'y être, avec Jean-Marcel, avec Pab. Résultat... L'été, les grillades, les machins, j'avais une soirée trop... Tout le monde avait piscine. J'ai trop tard, moi. C'est ça. Va falloir qu'on se prépare la saison prochaine pour y participer vraiment à la DAG. Et d'ici là... Juste, tu peux rappeler que c'est évidemment un projet caritatif à 100%. Bien sûr. C'est un projet totalement indépendant et 100% caritatif. Donc tous les bénéfices du livre sont reversés au fonds de dotation du CHU de Nantes et à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, donc pour la recherche contre le cancer et l'amélioration du quotidien des personnes malades. Donc on a remis 2500 exemplaires de ce livre à l'arrivée de la course, dimanche 7 septembre. Donc voilà, tous les coureurs, tous les marcheurs. Donc c'était un super moment. Et maintenant l'objectif c'est de réussir aussi à le vendre à 12 €.
Donc comme c'est un livre indépendant, c'est forcément un peu plus compliqué de le trouver. Donc on va essayer d'organiser des événements. Sur Nantes, est-ce qu'on peut le trouver dans certaines librairies à Nantes pour tous les supporters des Canaries? Alors on va essayer d'organiser ça. Comme on n'a pas d'éditeur, voilà, il faut qu'on contacte les librairies. Donc on va communiquer rapidement sur les réseaux. Okay. Là, la première chose qu'on peut faire, c'est via l'association Active Nantes. On peut précommander le livre sur leur site et venir le retirer soit sur leur stand, notamment avant le derby contre Rennes, le 20 septembre. Donc, pour l'instant, on passe par Active et sinon, tu nous enverras les éventuels OP dans les librairies et nous, avec le compte X de Sans Contrôle, on fera évidemment un petit peu de pub, on retranscrira ça avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous en tout cas pour la mise en valeur. Merci Alexis. Salut Alexis. Les copains, on se retrouve la semaine prochaine. On aura un match à débriefer et ça va faire du bien parce que là c'était la trêve et peut-être qu'on en saura plus sur chacune des recrues dont on a parlé aujourd'hui. Boudard qui est à Nice. Jean-Marcel Boudard est à Nice. Avec Pierre-Arnaud Barre. Je crois qu'il était en vacances. Il sera ensuite en vacances juste après le match. Donc il y en a qui ont la belle vie. Il reste sur Nice en vacances, l'ami Pab. Allez, à la semaine prochaine. Merci Jérôme, Christophe et David. Salut. Ciao. Sans Contrôle, un podcast proposé par les rédactions d'It West, Presse Océan et Ouest France à retrouver sur toutes les plateformes. Allez.